Binge Audio. Il est aisé de parler contre la médecine quand on est en pleine santé. Mais quel mal avez-vous? Mais vous me feriez enrager. Les 1001 maladies qui nous accablent ou que nous croyons qui nous accablent. En fait, il y a très peu d'hypocondriaques. Si on prend les études, on a moins d'1,5% de la population qui est hypocondriaque. Un hypocondriaque au sens littéral du terme, il dirait « si ce médecin-là ne m'a pas trouvé cette maladie, je vais aller en voir un autre parce que celui-là n'est pas bon ». Alors, l'hypocondrie, je situerais le début en ce qui me concerne à l'adolescence, puisque c'est là où j'ai commencé à sentir des inquiétudes un peu étranges et un peu trop fortes, je pense, concernant ma santé, mon corps, mon état en général. Donc je me suis retrouvé chez le cardiologue. Je me souviens très bien, la première visite angoissante chez un médecin, c'était chez un cardiologue. Je devais avoir 15 ans. J'écoutais mon cœur battre. Il battait trop fort à mon goût. Et donc, j'ai été rassuré à l'issue du rendez-vous. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, c'est vos études probablement. Bon, et puis arrêtez d'écouter. Parce que c'est ça le problème de l'hypocondrie, c'est qu'on écoute. On écoute son corps. Donc, et à force, plus on écoute, plus on entend des choses. Et parfois qu'il faut pas entendre. Là, on commence à imaginer. Donc, il m'a remis les pieds sur terre. Et je suis sorti tranquille de ce rendez-vous. Sauf que je pense que j'ai pris très tôt conscience de la fragilité du corps humain. C'est une très belle mécanique. Sauf qu'il suffit d'un petit grain de sable pour dérégler la mécanique. Donc j'ai eu très tôt conscience de ça. Voilà. Et puis j'ai eu très tôt conscience aussi du fait que j'allais vieillir. Des habitudes naissantes, je dirais que c'était le fait de m'intéresser déjà à la médecine. Je me souviens que quand j'allais dans ma famille, chez mon oncle et ma tante où je passais des vacances, il y avait des bouquins dans la bibliothèque, des encyclopédies, des dictionnaires médicaux, des choses comme ça. Donc je me plongeais là-dedans. Je lisais ça à la fois fasciné et inquiet. Bon, évidemment, plus on lit, plus on se renseigne. C'est comme aujourd'hui avec Internet, quoi. C'est le truc vraiment à éviter. Parce que de toute façon, je m'imaginais toujours une maladie grave. Donc, je faisais des recherches sur ces maladies. Toujours des choses épouvantables, des scléroses en plaques, des Parkinson, des Alzheimer, ce genre de trucs. Au bout du compte, il y avait la mort. Donc, j'y voyais une forme d'injustice, en fait. Pourquoi c'est comme ça? Et dans ces cas-là, j'avais une imagination débordante. C'est-à-dire que je vais jusqu'au bout du truc et je me vois avec les symptômes qui vont s'accroître. Je me vois mourir. Et je vois mon enterrement, et je vois les gens à mon enterrement. Donc quand j'étais dans ces moments-là, voilà, j'étais un peu replié sur moi-même, dans ma bulle, isolé. Je pouvais être avec des gens, dans une soirée, avec des amis, ou avec la personne avec qui je vivais, mais dans ma bulle. Isolé en moi-même parce que accaparé par mes pensées sombres. Et la bulle, elle est bien, elle est solide, hein. Les parois sont bien étanches. Seul ce qui pouvait me mettre fin à mon inquiétude, c'était le médecin, l'examen ultime, c'est-à-dire le plus poussé que je pouvais faire, et où on me mettait les preuves sous le nez, noir sur blanc. Donc j'avais au moins cette porte de sortie. Et puis après, évidemment, je vais prendre comme un abonnement qui va durer 25 ans auprès de médecins généralistes, oui, souvent, mais dont je vais me rendre compte qu'ils ne suffisent pas à ma peine. Donc
il fallait le généraliste qui acceptait de m'envoyer chez un spécialiste. Parce que, évidemment, c'est cet avis-là qui m'intéressait. Donc, j'ai vu de plus en plus de spécialistes. Et effectivement, la consultation, oui, ça devient... De toute façon, il n'y a que cette issue-là. Les crises que je pouvais avoir, les inquiétudes que je pouvais avoir, ne retombaient jamais toutes seules, moi-même, tout seul, comme un grand, qui me serait regardé dans le miroir en me disant « ça va, arrête tes conneries. Maintenant, hop, là, tu te calmes, tu attends que ça passe, et tu verras, ça va passer. » Mais non, c'est pas possible. Parce que en plus, le psychisme active fait que le symptôme qu'on s'attribue ne part pas, puisqu'on est le nez rivé dessus. Et c'est très étrange d'ailleurs, parce que une fois que j'avais vu un médecin qui m'avait prouvé qu'il n'y avait rien, examen à l'appui, le symptôme disparaissait. Je voudrais que vous lussiez mon mal, pour voir si vous jaseriez tant. Cette préoccupation, c'était des pensées, c'est-à-dire que dès qu'il y avait quelque chose, un petit bobo quelque part, bon, les bobos, quand on a mal quelque part, il suffit d'être un peu patient. On attend 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis ça passe. Bon, en l'occurrence, moi, j'étais pas patient du tout. Et ça, c'est une des particularités de l'hypocondriaque, c'est qu'il n'attend pas. Dès qu'il y a quelque chose d'anormal, c'est le signal d'alerte de quelque chose de grave, donc il faut immédiatement traiter. Il faut voir le plus rapidement possible un médecin, faire un examen, il faut une réponse rapide. Alors, les consultations chez le médecin, c'était par période. J'avais des périodes d'accalmie, et puis il y a des périodes qui pouvaient durer aussi plusieurs mois, où là, c'était un mal en appelait un autre. Et donc, dans ces cas-là, c'était beaucoup de visites chez le médecin. Je pense que j'ai épuisé quelques médecins. Enfin, certains de ces médecins comprenaient mieux mon psychisme que d'autres. Donc, ils voyaient à qui ils avaient affaire. Donc, ils essayaient de me dissuader, sauf qu'à force d'essayer de me dissuader, à un moment donné, je changeais. J'allais en voir un autre qui était plus conciliant et qui me disait « Bon, bah oui, après tout... vous avez raison, on va peut-être vérifier. Donc, allez chez... Voilà, je vous fais une prescription pour aller chez un tel qui pourra vous en dire plus que moi. » Au final, j'arrivais toujours à mes fins. Si je fais le bilan, l'inventaire, je suis passé par toutes les spécialités. Cardiologue, j'ai fait. Pneumologue, gastro-entérologue, j'ai fait. Neurologue, urologue, dermatologue aussi. Néphrologue, oui, important. Les reins, très important. Voilà, donc honnêtement, je crois que j'ai un peu tout fait. Bon, de toute façon, il suffisait de me voir pour savoir que j'étais inquiet. Ça, c'est le pire moment chez l'hypocondriaque. C'est le moment quand c'est la dernière ligne droite, quoi. Quand on arrive chez le médecin, on entre dans le bureau, mais en sachant qu'on va ressortir condamné. Et que vous allez avoir le verdict qui va tomber, là. Paf, oui, ouais, c'est ça. Combien de fois j'ai imaginé ce qu'on allait me dire. Après, j'aurais pu le dire à la place du médecin, quoi. Tellement de toute façon, je voulais un examen, parce que ça me satisfaisait pas. S'il me disait non, je ne pense pas, on va voir, on va attendre, et puis on se revoit si ça passe pas dans 2 mois. Ah non, alors ça, je pouvais pas entendre ça, on va attendre. Donc, c'est pas possible. Donc je faisais l'examen. Et puis après l'examen, quand même, je lui disais, j'avais besoin d'une dernière... mais vous êtes sûr quand même que c'est pas ça? Et là, je pouvais dire ce que j'avais en tête. Ce qui provoque souvent un sourire chez le médecin. Il dit « Ah ouais, carrément, vous en étiez là ». Moi, je faisais partie de ces hypocondriaques, parce qu'il y a différentes familles, quand même, je pense, chez les hypocondriaques. Il y a ceux déjà qui sont dans le déni, qui refusent d'entendre qu'ils sont hypocondriaques. Alors, je faisais plutôt partie d'une autre famille, j'acceptais de l'entendre. Je savais que j'avais un rapport, une inquiétude irraisonnée autour de ma santé, autour de mon corps. Je le savais, mais ça n'empêchait pas. Et donc, effectivement, quand je sortais de chez le médecin et qu'il m'avait rassuré, qui m'avait apporté toutes les preuves
de ma bonne santé et du délire que je m'étais fait autour de ma santé. Alors là, oui, il y a 2 effets. Le premier, c'est le soulagement. Ça, c'est le meilleur moment. Donc c'est un grand moment de soulagement, là on se sent léger, on dit mais oui, la vie continue, la vie reprend, c'est magnifique. Et là, effectivement, j'avais conscience de l'absurdité, de mon côté absurde et délirant. Je me disais mais c'est pas possible de se mettre dans ces états-là, quoi. Pourquoi t'en es encore arrivé là? Oui, mais ça n'empêchait pas que 1 semaine, 2 semaines, 1 mois après, dans le meilleur des cas, je repartais sur autre chose. Ça devient une addiction, certainement, de fréquenter les médecins, d'être ausculté, et puis de susciter de l'intérêt quand même. Il y a quelque chose qui touche à l'enfance aussi, je pense, parce que d'être le petit garçon, le petit garçon qui a besoin que sa maman le rassure. Dans les moments de forte turbulence, eh bien, c'était, oui, des IRM, des scanners, des prises de sang, fibroscopie, coloscopie, tout ça. Et de manière assez rapprochée. Ça pouvait être une semaine l'un, la semaine suivante l'autre, et puis la 3e semaine encore autre chose. Bon, après, heureusement, je travaillais. Donc je pouvais pas non plus passer ma vie chez le médecin et être tout le temps en train de m'absenter de mon travail, même si j'avais une relative autonomie. Donc quand même, ça me cadrait. Bon, de toute façon, la maladie reine, c'est le cancer. Hein. Évidemment, je mets tout ça toujours entre guillemets. La maladie reine pour l'hypocondriaque, parce qu'on peut avoir un cancer de tout, en gros. Donc déjà, il n'y a pas besoin d'être un grand médecin, d'être un grand ponte pour imaginer un cancer. Que vous ayez mal à peu près n'importe où, vous pouvez dire c'est un cancer de ça, du pied. Donc après, il faut se renseigner sur le cancer en question. Vous tapez sur Internet, hop, clac, et puis plus vous cherchez, plus vous trouvez des choses inquiétantes, parce que je cherchais la confirmation. Donc, quand j'allais sur Internet, tant que je n'avais pas trouvé la confirmation de ce que je pensais, je continuais de chercher. Et vous la trouvez, la confirmation, parce que vous arrivez toujours sur un forum où on vous dit « Ah oui, bingo, eh oui, j'avais raison, c'est ça. » Donc maintenant, il ne reste plus qu'à avoir la sentence finale délivrée par un médecin. Donc, mais je pense que c'est... À différents stades de l'hypocondrie, d'ailleurs on parle de cyberchondrie aujourd'hui, hein. Les médecins se retrouvent de plus en plus souvent avec des gens en face d'eux, dans leur cabinet, qui pensent en savoir autant qu'eux et qui leur disent ce qu'ils ont. Il faut faire la part des choses, mais l'hypocondriaque est dans un tel état de confusion mentale, au moment où il est en crise, qu'il ne peut pas faire la part des choses. Je n'aimais pas, moi j'ai toujours détesté serrer les mains. Donc la période de Covid, pour ça, même si je me suis quand même beaucoup débarrassé de mon bagage d'hypocondriaque, ça fait déjà quelques années, c'est pour ça que je peux en parler un peu plus tranquillement aujourd'hui, mais quand même la période Covid m'a plu, entre guillemets, dans le sens où les gestes barrières. Voilà, ça j'ai bien aimé. Indépendamment de ça, oui, les précautions que je prenais pour essayer quand même de parer, non pas à des maladies, mais de parer à mes inquiétudes, ce qui est différent, c'est-à-dire pour éviter de me faire un nouveau flip. Donc, c'était surtout, j'essayais de dire bonjour aux gens sans leur serrer la main, mais les gens vous tendent toujours la main. Voilà, donc je disais bonjour, je levais la main, comme ça, j'essaie pas trop de m'approcher des gens pour pas être dans l'obligation de... Mais oui, se laver les mains aussi, en particulier dès qu'on a serré la main de quelqu'un. Voilà. En douce, hop, je vais faire un saut dans la salle de bain ou aux toilettes pour me laver les mains. Ça, c'est un truc. Donc, en fait, moi, j'étais prêt pour le Covid. En fait, j'ai abordé le Covid comme j'aurais dû aborder tout le reste 20 ans ou 10 ans plus tôt. C'est-à-dire que je n'ai pas paniqué. J'ai été
je crois, raisonnable. Parce que déjà, depuis plusieurs années, j'avais entrepris un travail là-dessus. J'avais écrit mon bouquin qui m'avait quand même qui avait eu vraiment des vertus thérapeutiques. Maintenant, je peux m'inquiéter sur un truc, et puis je calme le jeu, et puis j'attends un petit peu, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis je passe à autre chose, et j'y pense plus. Et donc, au moment du Covid, j'étais déjà dans cet état-là, déjà depuis quelques années. Parce que je me suis posé la question, s'il y avait eu cette pandémie 10 ans plus tôt, ou 15 ans plus tôt, waouh, ça aurait été sportif. Hein. Heureusement, il y a eu des trucs il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a eu H1N1, tout ça, le SRAS, qui m'avait déjà la vache folle, Creutzfeldt-Jacob, tout ça. Il y avait eu un début de coronavirus, hein, mais qui s'était arrêté. Il y avait eu 2 ou 3 cas en France, et puis ça s'était arrêté là. Donc tant mieux, parce que je l'aurais beaucoup plus mal vécu. Je pense que j'aurais été, je me serais auto-confiné au-delà du confinement. J'aurais peut-être plus vu les gens. J'aurais vécu comme un reclus. Je me serais fait tester beaucoup. Au moment où les autotests seraient arrivés, je pense que j'aurais stocké. Dès la moindre petite toux, le moindre truc qui aurait ressemblé à un symptôme de Covid, je me serais dit, ça y est, je l'ai, et pas seulement ça y est, je l'ai, mais forcément, je vais avoir une forme grave, je vais me retrouver dans un lit de réanimation, les pompiers vont débarquer, là, dans 5 jours, je vais plus pouvoir respirer, je vais finir aux urgences. Le pire des scénarios, je l'aurais imaginé. Permettez-moi l'expression, j'en aurais raffolé, entre guillemets, du Covid. Les vrais hypocondriaques, je pense que c'est pas simple depuis 2 ans. Oui, j'espère qu'ils sont bien entourés. L'entourage, c'est très important. Après, évidemment, pour la personne pour qui c'est le plus compliqué, c'est celle qui vit avec l'hypocondriaque. Et là, ça peut être dangereux dans le sens où il ne faut pas que la personne qui accompagne devienne l'infirmier ou l'infirmière de l'hypocondriaque, parce que ça peut foutre un couple en l'air. Hein. Donc il faut rester un couple, avec plus ou moins de succès. Je crois peut-être que on veut provoquer quelque chose, probablement, chez les autres, voir dans leurs yeux, quand ils s'inquiètent, qu'ils sont malheureux, donc parce qu'ils m'aiment, et qu'ils n'ont pas envie de ça pour moi, qu'on m'accorde du mérite, qu'on prête attention à moi. C'est aussi une façon de conjurer le sort. En imaginant le pire, oui, ne pas avoir de mauvaises surprises. Oui, c'est une façon d'amortir le choc, de se tenir prêt. Et je crois je disais juste avant, de conjurer le sort. Peut-être que le prix à payer pour éviter le pire, c'est de l'imaginer. Oui, il faut s'inquiéter, quoi. Si on ne s'inquiète pas, c'est là où le ciel va vous tomber sur la tête. Donc être léger, on peut pas profiter de la vie comme ça impunément. Tout va bien, je prends la vie du bon côté, il faut se tenir prêt. Je suis sorti de l'hypocondrie de 2 manières. D'abord, en écrivant. Je m'étais imposé une autre obligation, c'était d'essayer d'en rire. Et à côté de ça, j'ai entrepris aussi un travail de psychanalyse, une analyse. Parce que c'est un truc qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Je pense que ce serait un travail utile en ce qui me concerne. Toutes les choses qu'on a évoquées ensemble, tout ce qu'évoque l'hypocondrie,
évidemment, tout ça tourne autour du psychisme, de ce qu'on a vécu, de l'enfance, de ce qu'on est, de notre personnalité, de comment on l'a forgé, cette personnalité, de nos failles, de nos désirs inavoués. C'est à la croisée de tout ça. Donc, évidemment, un travail avec un psychologue ou avec un psychanalyste, à mon avis, c'est hyper intéressant. Moi, je me rends compte vraiment. En tout cas, au minimum, le seul médecin que devrait voir un hypocondriaque, parce que je rappelle quand même que l'hypocondrie est une maladie, c'est au minimum un psychologue. Le livre Confession d'un hypocondriaque de Christophe Ruot est disponible aux éditions Michalon. Après la pluie est un podcast de Binge Audio, entretien mené par Olivia Muller, réalisation Quentin Bresson, production Naomi Titi.